commencer par une anecdote toute simple. Bon, c'est mon fils cadet qui a 13 ans, qui revient du collège, il est en 5e, et il commence à me parler des Illuminati. C'est pas possible, au collège Pasteur, en 5e, on parle déjà des Illuminati. Et il m'explique tout le truc que vous connaissez bien, ce sont les maîtres du monde, et d'abord, la preuve, c'est le fameux billet de $1 que tout le monde connaît, où, comme vous savez, il y a bien sûr une pyramide tronquée surmontée d'un œil dans un triangle, en dessous, en latin, Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles, et c'est donc bien la preuve que les Illuminati maîtrisent le monde. Et d'ailleurs, en dessous, il y a en caractère latin la date de 1676, qui est, comme chacun sait, la date de fondation de l'ordre des Illuminati, etc. etc. Alors, je pense que vous savez tous un peu ce que sont ces fameux Illuminati dont tout le monde parle, dont un très grand nombre de gens sont persuadés que ce sont les maîtres secrets du monde, que c'est une société secrète dont ferait partie, j'ai vu ça aussi sur Internet, aussi bien Staline que Mao Zedong, Roosevelt que Churchill, Marine Le Pen et Madonna, etc. etc. Alors, je pense qu'une petite recherche très brève apprendra qu'il y a effectivement un ordre des Illuminati qui a été créé en Bavière en 1676, la même année donc la déclaration d'indépendance américaine, fondée par un personnage appelé Weishaupt, peu importe. Cet ordre n'a jamais compté plus que de quelques centaines de membres. Ils ont tenté d'une certaine façon de pénétrer la franc-maçonnerie de l'époque, ça a échoué, l'ordre a été dissous par le gouvernement royal du royaume de Bavière de l'époque en 1786 je crois, et quelques mois plus tard, il n'y en avait plus du tout, ça avait totalement disparu, ça a été oublié. Or, pour des raisons très très énigmatiques, très mystérieuses, et au fond c'est un peu le problème que je vais essayer d'évoquer ce soir, cet ordre qui a existé 8 ou 9 ans, qui a compté quelques centaines d'adhérents, qui n'a eu aucune activité politique notable, est encore aujourd'hui considéré comme une société secrète, multiforme, gigantesque, toute puissante, rayonnant dans le monde entier, et tirant les ficelles, comme on dit, du pouvoir secret des maîtres du monde. C'est très très étrange. Alors le complot judéo-maçonnique, il n'y en a eu jamais, et pour cause, puisque comme je vous l'ai dit, au XVIIIe siècle, les juifs ne sont pas admis. Et puis il va falloir du temps pour que ça se fasse, y compris dans la société, etc., etc. Bref, la violence, elle est toujours là, de tous les temps, de toutes les époques, malheureusement, et elle continue, on la voit. Regardez la télévision, vous le faites comme moi, j'imagine. On a découvert dans le genre de complot, alors c'est pas tout à fait le même, il n'est pas judéo-maçonnique celui-là, mais on a découvert récemment sur un site internet que nous étions, nous les maçons, et tous les maçons, tant qu'à faire, nous étions les financeurs de Daesh. On ne prête qu'aux riches. Oui, tu l'ignorais aussi, ben oui, mais si. On a porté plainte, bien sûr, évidemment, parce que c'est pour partie privée, à chaque fois que ça déborde, il faut porter plainte. Comme on a porté plainte parce qu'un de nos temples avant-hier a été saccagé, plus ou moins, parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça ne plaît pas non plus la maçonnerie, figurez-vous. Alors cette théorie du complot dont tout le monde parle, ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, personne n'en parlait. Ça semblait vraiment... c'était étudié par des historiens du nazisme par exemple, qui parlaient des protocoles des sages de Sion, mais je suis tombé sur un livre d'un auteur anglais très intéressant, un livre écrit en 1967. Histoire d'un mythe dans Lincoln, et il dit ceci est un travail purement historique, qu'aujourd'hui plus personne ne croit au complot juif mondial. 40 ans plus tard, apparemment tout le monde y croit, à nouveau. Donc on est face à un phénomène tout à fait étonnant, un phénomène, disons, de latence et de réactivation. Il y a un mythe qui était tombé dans l'oubli, qui était tombé en latence, qui semblait totalement dépassé, ringard, qui n'intéressait plus que des historiens, une sorte d'archéologie du fascisme, et qui tout à coup réactivé de manière extrêmement puissante, et au point de devenir une croyance partagée par un très grand nombre de gens, y compris des enfants de 5e. Ce qui est très très étrange. Alors pourquoi cette réactivation aujourd'hui? Je veux dire qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Donc pas de complot judéo-maçonnique, je suis désolé si vous étiez venu entendre parler de ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais on continuera de dire qu'il y en a un, c'est sûr. Il n'y a pas de secret non plus, puisque c'était aussi dans le thème de cette rencontre avec vous. Quoique, il y a des secrets. Mais il n'y a pas de secret de complot. Les secrets, ils sont de plusieurs natures, de plusieurs ordres. Il y a le secret qui se passe dans les loges.
C'est vrai que demain, vous arrivez, vous connaissez la règle d'un temple maçonnique, vous savez qu'il y a une loge qui se réunit, vous frappez à la porte et vous demandez si vous pouvez entrer et assister aux travaux. On vous dira non. Donc, rite de passage, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir voir ce qui se passe. Sachez qu'on se prend la même règle pour nous-mêmes, puisque à la Grande Loge, on pratique un rite en 33 étapes, qui s'appelle le rite écossais ancien et accepté, et que si vous êtes apprenti, premier niveau, première entrée, vous ne pouvez pas participer aux travaux des compagnons, pas plus qu'aux travaux des maîtres. Et si la loge décide de travailler uniquement avec les maîtres, eh bien, ni les apprentis, ni les compagnons, qui n'ont pas encore passé les étapes, ne peuvent venir travailler avec les maîtres. Donc ça n'est pas réservé à ceux qui sont dehors, c'est la même chose en interne. Toujours parce que rite de passage. Voilà déjà un premier secret, ou presque, qui vient de sauter. Deuxième secret, celui des délibérations. Et celui-là, c'est peut-être le plus difficile, non pas à expliquer, mais à accepter pour ceux qui ne sont pas maçons. La grande question, c'est d'où viennent ces croyances, d'où viennent ces opinions. Le net n'est qu'un effet d'amplification. Il ne produit pas comme telle la rumeur, il donne une dimension plus vaste, plus importante. Bon, ce qu'il faudrait, pour essayer de comprendre un peu mieux ce dont il s'agit, c'est d'esquisser une généalogie historique du thème du complot et d'essayer de réfléchir sur ce que signifie la prolifération du complotisme aujourd'hui. Je préfère parler du thème du complot, du schème du complot, du mythe du complot, plutôt que de théorie du complot. Parce que bon, la théorie, ça a un sens, la théorie, c'est un ensemble articulé de concepts servant à expliquer la réalité. Or là, on n'a pas affaire à des concepts, c'est pas une question de vérité. Enfin, on est dans le délire, on est dans la rumeur, on est donc dans le mythe. Donc je préfère compléter la notion de théorie du complot. C'est faire trop d'honneur au complotisme que de le présenter comme une théorie, au sens il y a une théorie d'évolution, une théorie de la relativité, etc., etc. Il y en a encore un autre. C'est celui de ce que l'on vit, parce qu'être franc-maçon, c'est du vécu. Un soir, on est initié, homme ou femme, un soir, on est initié, et à partir de ce jour-là, on est censé ne plus être le même, ou la même qu'avant. Donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'on meure. On n'est pas franc-maçon 2 fois par mois, les jours de réunion, non, on l'est tous les jours de sa vie. Parce qu'on l'est à toutes les heures de sa vie, à toutes les secondes de sa vie, on doit toujours agir en bon maçon, ou en bonne maçonne. Alors c'est ça, agir en bon maçon. Pour nous, à la Grande Loge, on a une référence immédiate, historique, 24 octobre 1795, c'est pas d'hier. Le 24 octobre 1795, les loges se réunissent à nouveau après la terreur, après la Révolution. Beaucoup, évidemment, n'ont pas repris les travaux, ils n'y reviendront pas pour des raisons diverses et variées, mais c'est vrai, à chaque fois qu'il y a un conflit. Et qu'est-ce qu'ils écrivent dans un livre d'architecture de la Grande Loge de France, à l'époque? Ils écrivent 3 mots, et tout le monde les connaît bien, ces 3 mots, ici. Liberté, 3 points, c'est des maçons. Égalité, 3 points, c'est des maçons. Fraternité, 3 points. 1795. Ah, 1800 et quelques, lorsque la République en fait sa devise. Et ça, c'est le socle de notre engagement. Le rôle des protocoles de sage de Sion, qui sont, comme vous le savez, un faux qui a été fabriqué par l'Okran à la police secrète tsariste, dans un but un peu complexe, sans doute à Paris, sans doute, ils ont dû le fabriquer à Paris, à la fin du XIXe siècle, en regroupant toute une série de matériaux latents. Les historiens ont un peu dégagé ça. Ce faux, après la Première Guerre mondiale, s'est répandu massivement dans toute l'Europe et dans le monde entier, a été publié dans des dizaines de langues, à des millions d'exemplaires. On a dit à l'époque que c'était le livre qui est le plus grand best-seller sur l'humanité après la Bible. Bon, alors voilà. Les protocoles des sages de Sion ont joué un rôle tout à fait décisif dans la constitution du nazisme et dans l'élaboration du projet nazi appelé Solution Finale. Donc c'est un livre qui a tué. Un livre peut tuer, les livres tuent, les paroles tuent. C'est une loge, normalement, si elle est bien construite, bien faite, c'est celle de Kipling. Relisez le poème de Kipling, La Loge Mère, il raconte tout de ce que devrait être une loge bien faite, parce que dans sa loge, à Kipling, il y a toutes les couleurs de la peau qu'on peut trouver aux Indes, ça se passe aux Indes, c'est là qu'il a été initié. Et puis il y a toutes les religions. Il y a Saül, le juif, l'Aden, je crois, il y a le sikh, il y a le musulman qui tient je ne sais plus quel magasin, et puis il y a lui, qui n'est pas ni rien de tout ça, mais autre chose.
Et puis tout le monde, et on discute et on échange, et il le dit à plusieurs reprises dans son poème. Dehors, c'était bonjour, salut, salam, monsieur. Dedans, c'était toujours mon frère et c'était bien ainsi. Et c'est la clé de voûte de ce qu'est la maçonnerie finalement. Hein, parce que nos maisons, avec leurs différences, avec leurs pratiques différentes, leurs rites différents, leurs modes de fonctionnement et d'élection différentes, sont toutes fondées sur la fraternité. Et il n'y a pas de limite à la fraternité. Pour produire le mythe du complot, je dirais il produit une figure. Quelle figure? La figure d'un ennemi absolu, qui soit en même temps aussi un ennemi caché. S'il y a complot, il y a menée secrète, manœuvre clandestine, dissimulée, occulte, et de gens qui veulent le mal. Hein, c'est toujours un complot maléfique, un complot qui veut détruire, qui veut ruiner, qui veut prendre le pouvoir, qui veut saper, etc., l'autorité établie. Et ces menées secrètes, donc, constituent une menace. Donc, ce qui émerge derrière ce mythe du complot, c'est la figure d'un ennemi caché, extrêmement dangereux. Donc bien plus qu'un ennemi réel, c'est un ennemi imaginaire, mais c'est aussi un ennemi absolu, c'est-à-dire une sorte de monstre, au fond, indigne de vivre. Un monstre qu'il faudrait, par tous les moyens, contrer, et finalement, pourquoi pas, exterminer. Donc le mythe du complot est un mythe qui a tué des millions de personnes et qui peut aussi encore tuer sous des nouvelles formes. Il faut donc prendre très au sérieux ce mythe ou ce schème ou cette soi-disant théorie.